Il va avec la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Et bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur cette première gazette du Mercato, le Mercato d'été 2024. Voilà, on reprend un petit peu du service quand même parce que les vacances, ça fait un petit moment quand même qu'on n'avait plus fait d'émissions. En ce moment, il se passe pas grand-chose. Bon, il y a un truc qui s'appelle les Jeux Olympiques. Bon, voilà, un truc un peu vaguement intéressant. Donc c'était un peu le moment aussi de faire un peu le point aussi sur le Mercato de l'AS Monaco et du coup on est là avec Pat. Salut Pat. Salut Damien, salut à tous. Alors bon bah évidemment un petit point quand même, il y aura mine de rien pas mal de choses à évoquer, même si au final il y a assez peu en fin de compte de mouvements pour l'instant encore qui ont eu lieu. Alors on va revenir sur certains qui auraient pu se concrétiser, qui étaient pas loin. Mais voilà, c'est aussi pas mal de contretemps dans cette saison qui s'annonce, enfin qui pourrait s'annoncer historique. Enfin, on aimerait qu'elle soit historique puisque c'est la saison du centenaire du club. Donc c'est une date importante et c'est vrai que peut-être on a aussi de grandes attentes vis-à-vis de cette saison-là. On espère une équipe capable de rivaliser sur le plan national, en tout cas pour aller essayer de chercher un titre. Je pense surtout pas être ridicule en Ligue des Champions. Et effectivement, le retour en Ligue des Champions après 6 années sans, c'est quand même beaucoup. Donc forcément, voilà, il y a forcément beaucoup d'attentes, surtout qu'il y a aussi des choses forcément qui se trament en coulisses avec la vente du club qui devrait être actée assez prochainement. Alors on ne sait pas exactement, on entend un peu tout. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent et il faut faire un petit peu le point sur tout ça. Alors, on va évidemment commencer un petit peu négativement, si je puis dire, avec le Mercato, la douche froide. Voilà, le petit thème, la douche froide, parce que on est fin juillet, on est le 28 juillet, la date de l'enregistrement, vous verrez cette émission à partir du 29, là. Mais on a deux recrues, si on peut dire. Si on peut considérer Thilo Kehrer comme une recrue, son option d'achat avait été levée avant même la fin du championnat au mois de mai. On a recruté un joueur pour l'instant, Georges Ilenikena, dont on parlera un petit peu plus tard. Et c'est à peu près tout, hormis quelques jeunes sur lesquels aussi on parlera un petit peu en fin d'émission. Mais voilà, globalement, c'est un peu la douche froide. On aurait pu, plus peut-être, accueillir 2 joueurs, Georges Mikotadze et Neil El Ainaoui, Patrice, 2 transferts qui ne se sont finalement pas faits, pour des raisons tout à fait différentes. Non, les deux qui se font pas, alors qu'ils sont vraiment quasiment aboutis, les deux ils sont à la visite médicale, il y en a un qui vient pas et l'autre il vient, malheureusement la visite n'est pas bonne, ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs de Savidan par exemple. Ouais. Donc non, clairement c'est des cibles du club, des joueurs qui avaient la volonté de recruter pour se renforcer cette saison. Parce que on a vraiment clairement les dirigeants qui dans la presse ouvertement ont dit, surtout pour Mikotadze, comme quoi c'était un joueur qui devrait signer, que les discussions étaient en très bonne voie, surtout avec le joueur qui ne restait plus qu'à négocier avec Metz. Mais bon, malheureusement le joueur lui avait autre chose en tête a priori. Oui. Et le pire dans tout ça, c'est que les négociations avec Metz se sont bien passées. Bah oui. Puisque bon, il y avait un accord. Alors bon, après, on s'est rendu compte que Lyon a réussi à avoir à finaliser un transfert pour moins. Donc Mikotadze est parti à Lyon. Lyon a réussi à avoir le joueur pour un peu moins cher que nous. Après, pour nous, il y a d'autres raisons qui, en fait, c'est qu'on a un peu trop traîné. Tout simplement sur ce joueur, c'est-à-dire qu'on avait un accord avec Metz et en tout cas un accord oral et derrière on n'a pas trop donné de nouvelles, tout simplement, ce qui fait que Metz a aussi, profitant de l'Euro, puisque Mikotadze a joué l'Euro avec la Géorgie, il a marqué 3 buts, dont 2 pénaltys, profitant aussi d'un bon Euro de sa part, de la part de la Géorgie, d'une manière générale, qui est sorti de la phase de poule.
Voilà, Metz a aussi un petit peu remonté ses exigences, ce qui fait qu'on aurait dû le payer un petit peu plus cher, on aurait dû le payer 25 avec les bonus, et Lyon a réussi à négocier un petit peu plus bas, je crois, 22, quelque chose comme ça, avec les bonus aussi. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 17,5 plus 5 de bonus. Ouais, Voilà, donc après, et aussi, avec l'élément supplémentaire qui était que Mikotadze voulait absolument y aller et que Metz devait aussi absolument le vendre. Donc voilà, sachant que le joueur a fait son choix, c'est un petit peu le même problème qu'on rencontre avec Fofana d'ailleurs, dont on parlera un petit peu plus tard, visiblement. Mais voilà, donc c'est vrai que c'était un peu plus facile aussi pour Lyon de négocier, de faire une offre plus basse que ce qu'a pu faire Monaco, puisque donc... il y avait un petit... Sinon ça coinçait un petit peu, donc on s'est fait un petit peu balader, je pense, un petit peu tout le monde, pas que nous, hein, les grands médias aussi, qui à mon avis ont eu qui ont beaucoup insisté sur le transfert qui allait se faire, sur la préférence du joueur qui semblait déjà accordé à Monaco. Visiblement c'était pas du tout ça. Ça c'était clair quand même, par contre, que le joueur avait quand même donné son accord à Monaco. Ouais. Il était d'accord en tout cas sur des termes d'un contrat, déjà, pour que Monaco ait discuté après avec Metz. Après, que le joueur préfère aller dans un autre club, ça peut se comprendre aussi, quoi, mais je pense qu'au moment où nous on discute avec lui, Lyon se positionne pas du tout. C'est vrai qu'ils ont d'accord avec nous, et que Lyon arrive, on va dire, au plus mauvais moment, quoi, quand nous on pense avoir finalisé, il fait sa proposition. Voilà. Au lieu de venir à Monaco, le joueur va à Lyon. Manque de prudence aussi de la part de Thiago Scuro, mine de rien, parce que je pense, et c'est aussi un petit peu pour ça que je pense que dans le sens où on s'est un peu fait balader, et peut-être pas forcément que nous ou la presse, c'est aussi peut-être même un peu Thiago Scuro qui s'est quand même vachement avancé en disant que voilà, ils avaient un bon pressentiment, que il y avait une bonne connexion entre lui et le joueur, entre le club et le joueur, donc. Et en général, Scuro, quand on lui pose une question sur un transfert, le gars, c'est quand même le premier à dire je parle pas des joueurs des autres équipes par respect pour les clubs en question et pour nos propres joueurs, les éléments de langage. Pas que lui, hein, je veux dire, à Monaco, normalement, on parle jamais de transfert, on n'a jamais d'infos qui sortent directement que ce soit de l'entraîneur ou du staff, quoi. C'est très très rare, quoi. C'est une première fois que j'entends s'avancer autant alors que les négociations sont loin d'être finies. Et Hutter, à titre, je me souviens, une des conférences de presse qui avait précédé l'arrivée de Zakaria, c'était vraiment c'était bouclé, et là il en avait parlé avant même l'officialisation en disant que oui, effectivement, ça allait signer, il serait un joueur de Monaco. Un peu avant l'officialisation, c'est très rare, mais en général, voilà, quand on en parle, c'est que bon, il y a quand même, c'est quand même qu'on est quand même tout proche de l'issue du dossier. Donc voilà, on s'est un petit peu, fait avoir, hein, très clairement, dans l'histoire. Tant pis pour nous, hein, quelque part. Mais toujours est-il que on cherchait un nouvel attaquant, puisqu'on le rappelle, Wissam Ben Yedder n'a pas été prolongé. Alors après, il y avait quand même plusieurs raisons à ça, dont une qui est sortie encore récemment. On va pas forcément en reparler, c'est des histoires aussi privées hors foot et hors Monaco. Voilà, exactement. Même si elles ont impacté aussi forcément le joueur pendant sa période à Monaco, même si elles ont influencé la décision aussi des dirigeants sur le fait de ne pas le conserver. Voilà. Au passage, l'intérêt de Lens pour Mikotadze, dont on a beaucoup parlé, était en fait assez bidon, parce que voilà, il n'y avait aucune chance que Lens puisse lutter. Ils doivent dégraisser, ils doivent vendre pour... Vendre Wally, de toute façon. Voilà, ils doivent vendre beaucoup. Ils n'ont pas du tout les moyens de s'aligner sur le salaire que proposait Monaco. Ils ne jouent même pas la Ligue des Champions, donc il n'y a absolument aucun élément factuel qui pouvait permettre à Lens d'attirer le joueur. Mais en fait, voilà, c'est parce qu'il y a un dirigeant qui est passé de Metz à Lens juste après la relégation du fameux club messin, et qui a un peu servi pour faire monter les enchères. Bref, voilà, tout simplement. Ensuite, parce qu'on parle de Lens, la transition est toute trouvée, Patrice. L'autre douche froide, c'est la non-signature de Neil El Ainaoui, donc joueur lensois de 23 ans, milieu de terrain, international U23 marocain. Bon, il n'a qu'une sélection,
Mais joueur assez prometteur, profil assez prometteur au final, qui n'a pas passé le cut de la visite médicale. Heureusement, on a failli faire une salissou encore. On a recruté un joueur qui est blessé et qui n'est pas là pendant la moitié de la saison. Mais du coup, là, je pense qu'on n'a vraiment pas pris risque parce qu'on sait que c'est ultra important de recruter ce poste-là, surtout avec les rumeurs maintenant qui arrivent très insistantes du départ aussi de Camara. Donc, clairement, on cherche beaucoup plus de monde qu'on pourrait le penser au milieu de terrain. Et donc, là où je pensais qu'il allait peut-être pas forcément avoir un rôle de titulaire, je pense que finalement, si c'était le rôle, vraiment la place de Fofana qui lui était proposée. Hormis si derrière on va chercher un autre plus gros joueur, quoi, mais à mon avis, c'était quand même un joueur sur lequel on comptait beaucoup. Après sa bonne saison à Lens, le fait qu'il ait découvert aussi la Coupe d'Europe, même s'il n'a pas joué forcément en tant que titulaire en Ligue des Champions. Mais voilà, donc du coup, il était blessé à la fin de la saison. C'était une rupture partielle, a priori, au niveau du genou. Qui était annoncé. C'était annoncé une entorse à la base, il me semble. Moi j'ai lu des tweets qui étaient de fin mai où ça parlait d'une rupture partielle. Donc du coup une indisponibilité qui n'était pas aussi longue que celle qui est maintenant annoncée. Du moins, de notre côté, pas du côté de Lens. Et du coup la visite médicale, il s'avère que du coup pour nous c'est une très longue absence qui serait quasiment 7 mois sans lui. Donc c'est pas du tout jouable d'investir autant sur ce joueur. Et Lens s'offusque de ce qu'on dit, et du coup dit que le joueur est parfaitement apte à jouer, qu'il va reprendre l'entraînement et rejouer. Eh ben on aura l'occasion de vérifier ça, parce que pour l'instant, il n'avait absolument pas joué en pré-saison, il était à l'écart, donc pour l'instant ça tend à confirmer qu'il n'est pas totalement remis, sachant que sa blessure date de fin avril. À titre de comparaison, si on regarde Mohamed Camara, quand il s'est fait une entorse, puisque à ce moment-là ça parlait d'une entorse, l'entorse de Camara, c'était quoi ? Ça a duré 5 semaines dans ces eaux-là, 5-6 semaines peut-être. Là, depuis le 29 avril, on a largement dépassé, on est à 2 mois et demi déjà. Donc, il aurait pu faire la reprise physique. Voilà, donc du coup, très clairement, c'est qu'il y a peut-être un souci plus important. Donc peut-être que Lens a encore essayé de nous la faire à l'envers. Après, il est peut-être apte à jouer, mais peut-être avec beaucoup de chances que ça casse complètement et que ce soit beaucoup plus long comme blessure après, et que Monaco ne veut pas prendre ce risque de voir le joueur sur un mauvais contact se péter et être indisponible après quand le mercato est complètement fini. Donc voilà, ça c'est quand même un gros dossier finalement, et c'est assez rare pour être souligné quand même, les mecs qui ne passent pas la visite médicale et qui sont recalés. Mais ça arrive, voilà, c'est arrivé, et donc c'est une recrue encore, potentielle recrue encore, qui ne se concrétise pas, et Monaco qui revient au point de départ. Finalement, avec encore un attaquant à chercher, encore un milieu de terrain voire 2 maintenant à trouver. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font que ce début de mercato, il est loin d'être idéal. Si on regarde un petit peu là où on en est, donc fin juillet, à 3 semaines du début de la compétition, on a aujourd'hui un milieu de terrain qui... on n'a pas de milieu de terrain, tout simplement, quoi. Zakaria, en théorie, voilà. Zakaria revient de l'entraînement lundi uniquement, revient à l'entraînement lundi uniquement avec Mbolo. Fofana revient le 1er août, mais lui aussi est en partance. Mohamed Camara devrait partir, notamment ça devrait être officialisé rapidement. Voilà, donc on va faire redescendre Golovin peut-être, je sais pas. Probablement. Zakaria aura 3 semaines d'entraînement dans les pattes, c'est-à-dire que pour la préparation c'est absolument pas optimal. Surtout à un poste où tu joues généralement 90 minutes, quoi. C'est pas un poste d'attaquant où tu veux on peut dire allez, on te lance que 60 minutes, on fait un changement après. Sachant qu'en plus il a fini la saison blessé, on le rappelle, donc il n'a pas joué la fin de la saison. Il a joué un quart d'heure à l'Euro. Alors vraiment le tout dernier match, il était complètement cramé à côté de ses pompes, il est vraiment pas du tout en forme, donc c'est-à-dire qu'il y aura un travail à faire sur lui, je pense, pour le remettre aussi en condition. Donc non, c'est pas du tout optimal pour l'instant au milieu de terrain. Matazo est là, Diop, le Maréchal, Magassa n'est pas là, il est aux Jeux Olympiques. Donc non, c'est un effectif vraiment décimé. On a fait notre 3e match amical contre Sturm Graz, 2-2, et c'est vrai qu'on voit toujours pas c'est déjà la moitié, et on n'est toujours pas sur une équipe potentiellement de titulaires, ou voilà, il y a beaucoup de trous encore. Ça s'est complété un petit peu quand même, mais voilà. Alors, je sais pas s'il faut déjà s'inquiéter.
Bah après, c'est une Il va falloir que ça arrive vite, post-euro, quoi. on sait forcément, et puis les JO en Plus plus, les qui JO, viennent ouais. en plus. Donc on sait forcément qu'il y a des retours qui sont décalés, et que du coup ça joue beaucoup sur les préparations, et que le mois d'août, c'est un peu compliqué. Malheureusement, on n'a pas un calendrier qui est forcément simple sur le mois d'août, quoi. Puisqu'on parle C'est de... pas le moment de perdre trop de points non plus. Puisqu'on parle de douche froide, on va parler de Brel Mbolo. Faut-il craindre le départ de Brel Mbolo ? On a eu l'information de Sky comme quoi il avait de nouveaux agents. Alors apparemment ce serait peut-être la team Mendes, ça resterait à confirmer, mais c'est ce que j'ai vu passer. Donc du coup ils ont sondé un petit peu le marché pour savoir. Alors Mbolo se dit très bien à Monaco. Il n'a pas forcément envie de partir dans l'immédiat, mais il cache pas qu'il aimerait bien retourner en Allemagne, à plus ou moins moyen terme, que c'est un championnat qu'il aime beaucoup, qu'il apprécie beaucoup. Maintenant, ce serait pas forcément pour retourner à Mönchengladbach, mais ce serait plutôt pour aller au palier au-dessus, et potentiellement le Bayern Munich qui s'intéresse aux joueurs. Donc là, Mbolo, pareil, joueur qui sort d'une saison blanche, qui est revenu sur la fin de saison, qui s'est blessé encore sur les derniers matchs, et qui est revenu finalement de justesse aussi pour l'Euro, mais ça ne l'a pas empêché d'ailleurs de faire un bon Euro, de se montrer performant et de marquer 3 buts, si je dis pas de bêtises, ou 2 buts. Tu as dit 2. C'est 2, oui, peut-être. Ouais, il me semble pas qu'il était dans la liste des buteurs, des 3 buteurs. Oui, non, peut-être, ouais, effectivement, oui, parce qu'un Euro assez merdique quand même, avec peu de buts, et effectivement, Miko Tsadze, meilleur buteur, à égalité avec, je sais plus, Harry Kane, je crois. Bon, beaucoup de monde, ils étaient quand même nombreux. Voilà, donc un Euro assez faible, globalement. Mais en tout cas, Mbolo, lui, a montré de belles choses pour un retour à la compétition, mine de rien. Et donc, du coup, forcément, le Bayern est assez intéressé quand même par le joueur. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va se concrétiser, mais c'est vrai qu'on a quand même des rumeurs de départ d'Mbolo. Donc ce serait quand même pas forcément une bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui il est quand même un peu vu comme l'attaquant phare avec le départ de Ben Yedder. Monaco le considère comme indispensable, ne veut pas s'en séparer, mais bon. Il y a un contrat aussi qui va pas très loin, qui va jusqu'en 2026. Donc il faudra faire attention, mine de rien. Après, quand même, pour un joueur qui était censé être idéal pour le schéma de buteur, quoi, la première année, il se blesse. Oui. Et du coup, il peut pas l'utiliser. Et la deuxième année, alors qu'il est apte, il pourra enfin l'utiliser, surtout qu'il n'y a plus Ben Yedder qui est là pour s'imposer comme un titulaire indiscutable. Et du coup, on le vendrait. Quand même, pour Hutter, ça serait assez compliqué quand même. Parce qu'on parlait de douche froide, allez, on va quand même avoir une bonne nouvelle. C'est la prolongation de Mernes Akliouche, prolongée jusqu'en 2028. Lui aussi, comme Mbolo, c'était un contrat qui allait jusqu'en 2026, donc sachant qu'il était très courtisé et qu'a priori, on devrait le vendre l'été prochain. En tout cas, ça semble être la direction qu'on prend, c'est-à-dire que si cette saison se passe selon les prévisions, à savoir qu'il y a une confirmation de la très bonne saison qu'il a effectuée, il y aura forcément beaucoup de courtisans, des offres, donc ce sera un joueur qui devrait permettre de ramener une belle petite somme à la SM et qui sera forcément vendu. Donc on a réussi à le prolonger jusqu'en 2028, ce qui permettra de mieux le vendre a priori l'été prochain. Si en tout cas c'est... Surtout lui assurer un salaire un peu plus haut pour éviter qu'il écoute un peu trop les sirènes autour de lui et qu'ils doivent lui proposer des sacrés contrats. On a vu quand même des très très grands clubs qui, soi-disant, le sauteraient. On n'a pas non plus confirmation, quoi, mais c'est quand même mieux de lui assurer un bon salaire pour qu'il soit un peu plus confiant pour rester une saison aussi à Monaco. Mais bon, après, il y avait tout ce qu'il faut pour qu'il puisse rester, quoi. Il y a la Ligue des Champions, un rôle de quasi-titulaire avec nous, la confiance du coach. Il a tout intérêt, du coup, de rester avec nous. On lui autorise en plus à faire les JO. Donc, pas tous les clubs qui autorisent ça à leurs joueurs, on a pu le voir. C'est vrai. Donc, très très bonne chose, en tout cas, de la prolongation. Allez, on va parler de la première recrue, du coup, vraie recrue de ce mercato, Georges Ilenikena, très très jeune joueur, payé mine de rien assez cher, donc il arrive, il a 17 ans, il a été transféré du Royal Antwerp, donc Anvers pour les francophones. 17 ans, je l'ai dit, 20 millions d'euros, donc bonus compris, dans ce montant évoqué par les médias. Et un contrat longue durée, pas précisé du coup,
malgré mes demandes. Pas eu de réponse, on Bon, va ça gentil. sent le 5 ans quand même. Ça sent a priori le 5 ans. Je vois un joueur de 17 ans, de toute façon, je vois difficilement un contrat inférieur à cette durée-là. Maintenant, est-ce qu'un contrat supérieur est possible ? Chelsea le fait. Oui, ils font des 7-8 ans des fois. Voilà, exactement, parce que ça permet aussi de lisser le transfert sur plus de saisons. Mais voilà, est-ce que peut-être c'est un contrat plus long que ça ? En tout cas, c'est un contrat pluriannuel. Je pense qu'effectivement, on peut minimum partir sur 5 ans, donc c'est ce qui nous amènerait à 2029. Alors, un joueur très précoce que Monaco suivait déjà. En 2022, notamment, il y avait eu déjà des premières rumeurs de transfert sur ce joueur quand il était à Amiens. Mais il n'était même pas encore dans l'équipe pro d'Amiens. Il était chez les jeunes. Il avait cartonné en U17, notamment, à 15 ans, puisqu'il avait marqué 24 buts en 24 matchs, un truc comme ça. Il avait déjà joué en Gambardella, qui est quand même la compétition U18, donc à 15 ans, encore une fois. Et l'année d'après, il fait déjà ses débuts en pro. Alors c'est en Ligue 2 à Amiens, du coup, il joue une vingtaine de matchs. Il marque peu de buts, mais voilà, il y a quand même un joueur précoce et qui l'été suivant, donc l'été dernier en l'occurrence, en 2023, qui part à Anvers pour 6 millions d'euros. 6 millions. Petite somme, et du coup qui quitte déjà la Belgique un an après, et belle plus-value du coup pour le club belge. C'est pas mal quand même, 6 millions sur un joueur qui joue en Ligue 2, qui n'a pas non plus des stats affolantes. Il n'y a pas non plus sur Miko Kadze par exemple, qui en Ligue 2 s'est régalé. Mais c'est parce que voilà, c'est un jeune joueur qui a c'est la jeunesse. 16 ans, du coup, à l'époque, voilà, c'est un beau transfert tout à fait gagnant pour eux. Comme tu dis, 3 fois le prix, du coup, pour une saison. Ouais. Après, belle saison de sa part, quoi. Du coup, il joue 50 matchs. Bon, il est souvent quand même remplaçant, il joue pas tout titulaire. 14 buts, une passe décisive. Ça, on pourrait y revenir un peu plus tard, quand on parlera un peu plus du profil. Ouais. Et notamment le but, c'est le Barça, je crois, en Ligue des Champions. Oui. Ouais, c'est ça. Ça. Contre le Barça, où il marque, parce que du coup, il a joué un petit peu aussi en Ligue des Champions. Donc, c'est bien pour nous qu'il ait déjà connu un peu le très haut niveau. 6 matchs. 6 matchs du coup de Ligue des Champions, donc j'allais dire c'est plus que tous que nos joueurs. Oui, en exagérant un petit peu évidemment, parce que si on regarde bien, Philippe Keun l'a déjà joué, Zakaria aussi, enfin voilà, c'est des joueurs qui ont une petite expérience en Ligue des Champions, pas forcément énorme, mais qui ont déjà joué quelques matchs. Mohamed Camara aussi par exemple. Donc voilà, première recrue. Alors on peut parler un petit peu du profil, on parlait de Brel Mbolo, on parlait un petit peu avec insistance on parlait un petit peu des rumeurs qui revenaient pas mal sur un potentiel départ d'Mbolo. On est plus sur ce profil-là, on n'est pas sur du remplaçant de Wissam Ben Yedder, ça c'est le premier point qu'on peut évoquer en termes de profil. Ouais, autant Miko Tadze, je vais y arriver. Ah non, tu peux dire Mito Kadze, hein. ça me gêne pas. Clairement, ça ressemblait beaucoup à un profil quand même à Ben Yedder, à la Ben Yedder, ouais. Pour le remplacer. Là, ça ressemble énormément au profil d'Embolo, quoi. C'est un joueur qui est très grand, 1m87, quand même, très massif, très costaud, qui joue beaucoup sur ça, justement. Beaucoup de jeux en pivot. Après, il fait aussi pas mal d'appels en profondeur et tout. Donc, sur certaines interviews, ça parle d'un mixte un peu entre lui et Mbolo. Mais bon, sur les vidéos que j'ai vues, pour moi, ça ressemble vraiment au jeu de Mbolo quand même. C'est pour ça que ça. On se demande si on cherche à avoir 2 fois le même profil pour du coup, qu'on la saison, avoir un peu plus de marge. Ou est-ce que on n'est pas déjà en train de recruter le remplaçant de Mbolo, parce que du coup, de ce qu'on a su, les négociations ont commencé largement avant que Miko Kadze fasse faux bon. Oui, c'est effectivement donc, quelque chose qui... potentiellement, on aurait pu recruter les deux. Oui, voilà, c'est ça. Il y a peut-être remplaçant Mbolo, l'autre remplaçant Ben Yedder. Il y a peut-être une deuxième recrue à venir, hein, on le rappelle, parce que là aussi, on a... Alors, l'année dernière, on a fonctionné, on était censé fonctionner avec 3 attaquants, puisque du coup Mbolo s'est blessé, donc on a gardé Boadou pendant 6 mois au final, avant qu'il le laissait partir en prêt à Twente. Mais on a fonctionné avec 3 attaquants. Là on a Balogun, on garderait Mbolo, on aurait Linikina, a priori on aurait les 3. Maintenant c'est vrai qu'on joue une compétition en plus, c'est 8 matchs en plus cette année, c'est plus 6, donc ça
ça peut peser beaucoup plus. Il faut renforcer, il faut étoffer l'effectif. Donc ce serait pas déconnant de prendre d'avoir un quatrième joueur. Maintenant, c'est vrai que son temps de jeu serait peut-être un peu plus réduit. À voir si Hutter a envie de jouer avec avec deux attaquants ou plutôt un seul. C'est vrai qu'il est capable de le faire, il a déjà fait. Bon, il est pas forcément très, très réticent sur ça, même si c'est peut-être pas forcément son système de prédilection, ou alors il aime bien avoir Minamino par exemple plutôt en deuxième attaquant, voire Ben Seguir, ce qu'on a pu voir l'an dernier par exemple avec un autre profil. Donc voilà. Mais en tout cas voilà, joueur vraiment physique, qui a une belle présence quand même dans la surface, mine de rien. Il y a de la qualité à la finition, ça c'est clair et net. Maintenant voilà, c'est encore bon de la tête aussi, hein. Ouais, il est bon de la tête. Ouais. J'ai très bien placé, très bon timing, quoi. Et il va aller chercher au sol, il va aller chercher en l'air. Franchement, il est pas mauvais la tête. Il joue énormément sur le hors-jeu aussi. À chaque fois sur ses actions, il est vraiment collé à la ligne. Ça se joue toujours à pas grand-chose, donc il joue très bien avec ça. Sur l'interview, il disait comme quoi il a des déplacements très intelligents. En fait, j'ai des vidéos que je voyais. En fait, il endort un peu son adversaire en étant un peu nonchalant, en n'étant pas sur les bonnes positions. Et dès que le jeu se met en place, il va tout de suite là où il faut, là où il voit les espaces, là où il voit que la balle va aller. Donc, très intelligent dans ses déplacements. Ouais, j'ai vu une comparaison notamment avec Terem Moffi. Oui, voilà, ça peut. C'est un profil bien physique et tout, qui ressemble. Ouais, ça peut donner une idée du genre de joueur. Alors après, Terem Moffi, ça a plutôt été décevant quand même avec Nice depuis son arrivée à Nice. Mais voilà, c'est un joueur qui est capable qui est capable de faire mal quand même, mine de rien. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est encore un très jeune joueur, qu'il faut encore le polir. Est-ce que pour autant on va tout de suite le voir jouer non, pas. Je pense pas. Voilà. Pour moi, il arrive à peu près avec le même statut que Balogun a pu arriver l'année dernière. C'est-à-dire que même si tu as été titulaire avec une grosse saison et tout, t'arrives pas forcément comme titulaire non plus, quoi. Il était quand même derrière Ben Yedder pendant longtemps, jusqu'à qu'ils soient associés tous les deux. Donc je pense pas qu'il arrive forcément comme titulaire hors départ de Mbolo. Là, forcément, on va commencer à se poser des questions. Après, sur les petits points négatifs quand même de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il participe très très peu au jeu. Je regardais sa moyenne de passes, elle est inférieure à 5. Je crois qu'il tourne à 4 passes de moyenne par match, qui est très très faible. Parce que nos joueurs tournent bien plus haut que ça, même nos attaquants Mbolo et Balogun. Défend quasiment jamais. Peu d'efforts en tout cas défensif, et quasiment pas de dribble aussi sur les statistiques. Voilà. Ouais. Alors après, c'est vrai que apparemment, d'autres analyses que j'ai vues, c'était plutôt un joueur qui pouvait dribbler justement. Enfin, en tout cas, qui aimait bien potentiellement dribbler. Après, j'ai pas dit qu'il était mauvais au dribble. Je dis qu'il en fait très peu. Je trouve qu'il sait les utiliser justement quand il faut pour faire le geste. Mais voilà, c'est pas un profil dribbleur qui va chercher à éliminer son adversaire rapidement, quoi. Ouais, après voilà, c'est vrai qu'il touche assez peu de ballons, c'est vrai, mais en tout cas dans la surface adverse, il est capable, enfin justement, il trouve assez facilement les bonnes positions aussi de tir. Ça, c'est globalement une de ses qualités, et qu'il a cette précision qui permet finalement d'optimiser un petit peu le nombre de ballons qu'il obtient. Alors là aussi où après j'aurais tendance à un petit peu à me méfier, c'est que c'est le championnat belge. Il y a le style de jeu du Ariel Anders. Est-ce qu'on va pas retomber encore comme sur Balogun, un joueur qui joue quand même beaucoup sur les appels, sur la profondeur, même s'il joue beaucoup après avec son physique, mais ça n'empêche que généralement c'est plutôt loin de son but, et que le fait d'être pivot lui permet d'envoyer aussi ses collègues sur les ailes. Est-ce qu'on va pas se retrouver avec le même profil qui, devant des défenses qui vont être regroupées, serrées, où il n'a pas énormément d'espace, est-ce que ça va être... Après, son physique de camionneur là va quand même bien aider un peu comme Mbolo à prendre de la place et à prendre le ballon et le mettre en retrait pour nos artilleurs mi-offensifs. Pour la Ligue 1, c'est vrai que ce physique-là, ce sera quand même un atout. Après, voilà, un Balogun dans une équipe avec un autre style, comme avec Reims, ça fonctionnait bien, quoi, dans la profondeur. S'il a de l'espace, Balogun, je suis sûr que c'est très intéressant. C'est pas notre style de jeu. C'est comme Eddie Wahi, c'est un joueur qui font à peu près la même taille, ils jouent un peu sur les mêmes qualités au final que Balogun. C'est des joueurs qui quand même arrivent à être performants, parce que
parce que mine de rien, ils ont vraiment des qualités, donc Balogun en a évidemment aussi. Voilà, Ileni Kena, ce sont pas les mêmes qualités que Balogun ou que Wai, ce sont pas les mêmes qualités non plus qu'Amiko Tadze, qui lui aussi est pas forcément très grand, qui fait 1m78, enfin qui fait à peu près la même taille que Balogun justement, mais qui est un joueur de plus de surface, voilà. Et puis on rappelle évidemment Ben Yedder qui faisait 1m70 et qui ça n'empêchait pas de marquer des buts. Après c'est vrai qu'il pouvait un petit peu souffrir des fois seul en pointe, mais voilà, c'est vrai qu'un Ileni Kena aura peut-être un peu plus de facilité à jouer, à évoluer seul en pointe si jamais il se retrouve dans cette configuration-là, parce qu'il sera un peu plus capable de gêner, de peser sur les défenseurs adverses. En tout cas, bon, dans le sens où je disais, c'est faut se méfier avec la Belgique, c'est-à-dire qu'un joueur qui marque beaucoup de buts en Belgique, bon, c'est pas forcément un gage de réussite en Ligue 1 non plus, quoi. C'est ça. Oui, bon, on a vu Tielemans qui enchaînait quand même énormément de buts en Belgique, quoi, et qui d'ailleurs fait une très bonne saison aussi après quand il est parti en Angleterre. C'est vraiment chez nous que ça n'a pas fonctionné. Ouais, donc voilà, déjà il y a le contexte évidemment, mais c'est vrai que aussi le championnat a aussi une grosse influence, même si c'est vrai qu'encore une fois pour Ileni Kena, des qualités qu'on voit, a priori ça a l'air de plutôt bien matcher avec ce qu'il est capable de faire. Mais bon, on verra bien, encore une fois, c'est un très jeune joueur, 17 ans, on n'est pas fini de se développer, quoi. Donc, voilà. Et quand tu vois les classements là, des recrues qu'on a fait, des jeunes recrues qu'on a fait à des prix un peu wow, ça fait peur. Le cinquième le plus bas, c'est Martial, c'est le seul qui est à peu près avec nous, et le reste, encore ça, Gubble, ça a duré 6 mois, quoi. C'est catastrophique. Ouais, donc on lui espère notre trajectoire. Effectivement, on lui souhaite de réussir sous le maillot monégasque. Ileni Kena, et puis on aura hâte de le voir aussi à l'œuvre, donc je sais pas si on aura l'occasion de le voir lors du prochain match amical, donc c'est mercredi contre le Feyenoord Rotterdam. Ça sera peut-être un petit peu tôt, mais bon, on verra bien, peut-être qu'il y aura quand même quelques minutes, parce que en l'occurrence là, voilà quoi. Le dernier match contre Sturm Graz, on s'est retrouvé, c'était Minamino en pointe. Ouais, parce que sinon c'est Boadou, c'est Romaric et Tondé. C'est compliqué. À propos de Boadou, quand même, un petit mot sur Boadou, même si évidemment, a priori, tout le monde serait enclin de dire que c'est l'année où il faut le vendre quand même. Voilà. Enfin, en tout cas, il peut plus rester au club. Skuro a dit qu'il aurait sa chance, en tout cas qu'il devrait montrer qu'il mérite sa chance en match amical. Donc il a la préparation pour essayer de montrer sa valeur et de peut-être essayer de faire changer Adi Hutter d'avis sur lui. Voilà. Il a une chance, a priori. Bon, ça c'est peut-être déjà... les dés sont peut-être pipés, mais le discours, en tout cas officiellement, dans les médias, c'est qu'il a sa chance de prouver, de montrer ce qu'il sait faire. Personnellement, je l'ai vu contre le Cercle Bruges. Je pense que les pieds sont pas assez arrondis. Non, c'est compliqué. Je pense que c'est pas la première année non plus qu'il est chez nous, quoi. Ouais. Il est la deuxième. Je regarde ses stats, il a 68 matchs chez nous déjà, quoi. Donc, je pense qu'on l'a bien vu et qu'il n'était pas du tout adapté à... Même ses prêts, c'est compliqué, quoi. Oui, non, ça... Genre, on pensait au moins qu'il se relance et tout. Je pense que c'était plus dans l'idée de le revendre plus cher que de le faire revenir à un niveau correct pour nous, mais malheureusement, ça n'a pas du tout été un bon prêt. J'ai vu une rumeur là tourner, j'ai pas regardé du tout si c'était quelque chose de sur Saint-Etienne, mais sur Saint-Etienne. Ouais, je crois que c'est... Enfin, alors je sais pas, mais il me semble j'ai juste vu passer ça dans le fil, Twitter, j'ai pas regardé de qui venait l'info, si c'était un truc fake ou pas, mais... Ouais, je pense que... Si on arrive à faire ce genre de vente, ou même de prêt avec option d'achat, ça peut être intéressant. Parce qu'au départ, c'était un truc qui venait d'un compte un peu à la con, qui a été repris par un site de supporters de la SSE, et de là, il y en a d'autres qui ont repris. Enfin, bref. Je crois que non, pour l'instant, je suis pas. Je sais pas. Ça veut pas dire que c'est pas une piste, mais pour l'instant, j'y accorde aucun crédit pour l'instant. Le milieu de terrain, parce que là il y a un vrai sujet au milieu de terrain. Du coup il faut parler de ce qui peut arriver, de ce qui peut se passer. Donc
de départ à confirmer. Mais ce serait celui donc de Youssouf Fofana et de Mohamed Kamara. Alors évidemment, on s'y attend, celui de Fofana, de toute façon, c'était prévu. D'ailleurs, le joueur on a parlé en conférence de presse quand il était avec l'équipe de France. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui est sur le départ, qui a un bon de sortie. Problème, c'est la destination. Où va-t-il partir Surtout le montant. Et surtout le montant. C'est surtout le montant. Et là, je pense que le club s'en fout un peu de savoir où est-ce qu'il part. Oui, oui et non. Parce que si Fofana dit je veux aller à West Ham, le club est content. Si Fofana dit je veux aller à Milan, ça l'emmerde un peu plus à mon avis. Parce que le montant est pas du tout le même. Alors là aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui du coup. Fofana aurait eu une proposition de la part de West Ham évaluée à 35 millions d'euros que le club aimerait bien du coup, parce que ça correspond à ce qu'il espère toucher. Et Milan aurait fourni une offre de 17 millions d'euros, c'est-à-dire juste la moitié. Donc du coup voilà, on s'y retrouve pas. Sauf que le joueur serait déjà d'accord avec Milan d'un point de vue contractuel et aimerait bien aller au Milan. Ça nous arrange pas tout ça. Ils sont bien sympas, mais c'est même pas la valeur qu'on l'a acheté quasiment, je crois. Ben non, c'est ça, on l'a acheté 20. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc t'es en train de regarder, j'ai un doute avec 14, mais tu as midi. Ouais, donc non, je vois pas à quel moment un joueur qui a autant progressé qu'international français, même s'il lui reste une seule année, je suis d'accord, on va le vendre à un prix aussi ridicule, quoi. Je suis d'accord. Genre, le moins de joueurs qu'on voit dans les rumeurs pour venir le remplacer, qui sont des joueurs qui ont zéro expérience, sont des jeunes qui ont juste du potentiel, quoi. Ils sont tous au-dessus de 20. Et nous, on va vendre un international français à ce prix-là. Non, c'est pas. Ah, c'est pas sérieux. Mais après, est-ce qu'on va être obligé ? C'est-à-dire, comme on parlait de Mikotadze, justement, de Lyon, qui est arrivé en sachant pertinemment qu'il pouvait faire une offre plus basse que la nôtre parce que le joueur voulait absolument y aller. Si Fofana est dans la même situation, il va dire non à tout le reste, et puis il va dire non, moi je veux ça, donc voilà, démerdez-vous. Et effectivement, Milan, si Milan sait qu'il est en position de force pour la négociation, ils vont pas déjà d'après les échos qui reviennent d'Italie, c'est que globalement ils vont pas aller au-delà de 25. Voilà, parce que ils ont pas, c'est pas un club anglais, ils ont clairement beaucoup moins de moyens que les clubs anglais. Donc on sait très bien que ça va être très difficile. Après ils ont d'autres pistes, ils ont d'autres joueurs d'autres zones d'autres parties de l'effectif à renforcer. Donc ils ont pas que le milieu de terrain à recruter. Donc ils font des choix aussi et clairement d'après ce qui se dit en Italie, Milan ira difficilement au-dessus de 25 a priori. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en dessous de 20, comme tu dis, par rapport au prix où on l'a acheté, par rapport à la courbe de progression de Fofana, qui a été en plus, qui a joué tous les matchs quasiment l'an dernier, il en a juste raté 2, qui a été un vrai taulier, qui a été certainement le vrai taulier dans le vestiaire cette saison-là. Tu te dis, international français, qui sort de finaliste de l'Euro, finaliste de la... demi-finaliste de l'Euro, finaliste de la Coupe du Monde. Enfin, tu te dis a priori, même s'il n'est pas titulaire, mais voilà. Il est quand même bien dans la rotation. Hein. Alors après, finalement, un peu moins que prévu parce que Kanté a fait son retour un peu de nulle part, mais au final, c'est quand même un joueur qui est vraiment intégré au groupe France aujourd'hui. Tu te dis c'est quand même. Faudrait même pas se faire avoir non plus, quoi. Moi, clairement, en dessous de 20 millions, je préfère ne pas le transférer et le garder, qu'il fasse son année. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est. Je trouve ça plus intéressant d'avoir un joueur de ce niveau avec nous, quitte à le perdre après et pas de gagner d'argent. Oui, alors après, le problème, c'est que si tu le barres, comment il fait sa saison, quoi. Parce que Fofana, c'est quand même justement le joueur qui est beaucoup critiqué pour l'attitude, pour le fait qu'il choisisse ses matchs, pour le fait qu'il soit inconstant. Est-ce que si ce joueur-là est barré et qu'on le refuse qu'il parte, est-ce qu'il va pas justement jouer un peu
à l'envie, juste quand il en a envie, ou voilà, ou pas forcément faire plus d'efforts que ça. Donc c'est pas forcément un bon calcul non plus de le garder contre son gré si c'est pour qu'il donne pas son maximum derrière, quoi. Après, si derrière il est libre, il a aussi besoin de se montrer pour aller chercher un bon club derrière et avoir une belle prime à la signature et tout. Hein. Donc, ça n'est pas non plus intéressant pour lui de pas jouer pendant toute une saison, alors que justement il y a la Ligue des Champions qui peut le permettre de le mettre en avant. Hein. Ouais. Et il aura besoin de rester dans le groupe France parce que du coup, en vue de la Coupe du Monde. Ouais. Donc, mais après, je pense que dans les discussions avec lui, on lui a dit qu'il avait un bon de sortie, mais je pense qu'on lui a dit aussi qu'il était un bon de sortie pour à partir de tel montant, quoi. Tu vois, ouais. Je pense qu'il peut comprendre aussi que le club va pas perdre de l'argent sur lui. Ouais, mais oui, non, c'est ça. Il disait, ça serait bien que tout le monde soit gagnant. Bah oui, là, pour l'instant, on l'est pas. Donc, voilà, même si le choix du joueur est compréhensible, enfin, on pourrait imaginer que la plupart des joueurs auraient envie d'aller en première ligue pour toucher un plus gros chèque. Mais bon, visiblement, lui, il a envie d'aller au Milan. D'ailleurs, c'est pas un mauvais choix en soi. Alors, sportivement, bien sûr, par rapport à la Ligue des Champions, le fait que Milan soit en Ligue des Champions, par rapport au West Ham, oui, ça, c'est d'accord. Par rapport au prestige, oui, ok. Mais je pense même que d'ailleurs, l'Italie lui conviendrait bien comme championnat. Je suis persuadé qu'il a les qualités justement pour bien y réussir. Mais bon, voilà, c'est vrai que du coup... pour nous, ça nous va pas, quoi. Donc voilà, bref. En tout cas, on le sait, dans tous les cas, que Fofana doit être remplacé, a priori. Après, on verra si on aura bien négocié le dossier ou pas. Parce que finalement, si le dossier est bien négocié, en fin de compte, c'est aussi une négociation en amont par rapport à une potentielle prolongation, quoi. C'est-à-dire, au final, on aurait peut-être dû le prolonger plus tôt, ou alors le faire partir l'été dernier, ce qui était prévu. Ouais, bon, je pense que là, les offres n'étaient pas à la hauteur, et du coup... si, il paraît qu'elles y étaient, c'est lui qui les a pas voulu. Ah. Nottingham Forest, par exemple. Oui, voilà. Ça peut se comprendre. Ouais. Ça peut se comprendre, effectivement. C'est vrai que jouer chez le 17e de Première Ligue, ça donne pas forcément envie, surtout quand tu es international français, que tu sors d'une Coupe du Monde et que tu aspires à plus haut. Maintenant, des fois, c'est bien d'être réaliste. Je veux dire, Tchouaméni, tu vois, ça s'est réglé 3 jours après le début du mercato. C'était le Real Madrid, c'était ficelé depuis des semaines. Bon, tu vois, ils ont posé 80 millions. Voilà. C'est pas Tchouaméni, Fofana. Donc, bon. Mais Milan sera très bien pour lui, ceci dit. Mais bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on doit vraiment trouver une solution rapidement pour remplacer Fofana, mais aussi désormais pour remplacer Mohamed Camara, qui est annoncé partant. Donc ça devrait être rapidement annoncé, officialisé. Il va partir pour le Qatar, le club d'Al-Sadd. Et là, pour le coup, en plus, alors pour un mec qui, en plus, franchement, depuis son arrivée, on l'a pas vu progresser vraiment. Non. Alors lui, on va faire une plus-value. A priori, on est parti sur une plus-value, donc montant évoqué 16 millions 5, plus bonus de 3 millions 5 et une prime, un pourcentage de 20 à la revente, annoncé en tout cas par Fabrizio Romano. Donc lui, on fait une plus-value puisqu'on l'avait acheté à 15. Très bien vendu, donc il n'y a aucun intérêt à vouloir le garder. Ouais, c'est clair que, alors, d'un point de vue sportif, très clairement, la recrue n'a pas donné les résultats escomptés. Ça, c'est une évidence. Joueur décevant. Je dirais pas jusqu'à décevant, mais cette tu vois saison, pas la c'est quand même... progression. Cette tu vois pas de saison, c'est progression, décevant. Quoi. C'est pas... Pour moi, cette saison, elle est Genre, décevante. on n'est pas sur Matazo ou Magassa non plus, quoi. Genre, il y a quand même... Il n'est pas si décroché que ça de la carrière de Fofana, quoi. C'est pas du même niveau du tout, d'accord, mais c'est pas non plus... Le problème, c'est que depuis qu'on l'a recruté, on voit toujours la même chose, quoi, et pas... le truc, c'est que c'est un joueur... Tu te dis, il arrive, il fait un gros match contre Paris, tu te dis, tiens, ça ressemble à une bonne pioche, quoi. C'est sûr, s'il avait continué sur ce niveau-là... Voilà, mais c'est ça le problème. Il a tout fait à Paris. Et le problème, c'est que ça n'a pas du tout été le cas. Donc, c'est pour ça que
c'est regrettable finalement et que déjà c'est une bonne vente s'il part à ce prix-là parce que c'est un joueur qui n'a pas progressé et qui je le maintiens, c'est qui a été décevant cette saison. Il était même pas il était vraiment quasiment pas titulaire, il a 14 titularisations, c'est-à-dire Oui, c'est normal, le duo Fofana Zakaria est ouais, mais tu vois, t'as clairement dessus, c'est notre duo titulaire, donc c'est normal qu'après il passe derrière. Hein. Oui, mais bon, voilà. Et quand il rentre, il apporte rien, techniquement médiocre, même dans l'impact, voilà. Non, surtout ça, oui, comme tu dis, c'est plutôt l'impact. L'impact sur le pressing, sur la récupération, on le voit pas. Ce qu'on l'a vu faire, comme tu disais, contre le PSG, là où il était complètement impressionnant, parce qu'il avait les 3 poumons, il courait dans tous les sens, il était sur toutes les interceptions, sur les lignes de passe, il les coupait et tout. Malheureusement, ça d'ailleurs, on l'a pas revu. On a espéré qu'il progresse dans ce sens-là, et malheureusement, c'est pas arrivé, quoi. Ouais. On relancera pas le débat sur ce qui s'est passé sur la dernière journée de Ligue 1, qui lui vaut en plus 4 matchs de suspension, qui fait que même s'il reste, dans tous les cas, on aurait joué un mois sans lui. En tout cas, clairement, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus le voir au club. Je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui joue un peu contre lui-même au sein du club. Parce que il a quand même été sanctionné. Il a mis le club dans l'embarras, ça renvoie une mauvaise image, même si, encore une fois, faudra pas non plus être trop hypocrite quand on voit les célébrations après qu'il ait marqué son penalty, quand il se tombe dans les bras avec Hutter à la fin du match, enfin voilà. Il a été sanctionné, mais derrière, il y a quand même des... Voilà, c'est pas non plus comme si le vestiaire l'avait mis de côté juste pour ça, quoi. Tu vois, il y a quand même... c'est le dernier match de la saison, il n'y a plus rien après, donc oui, mais tu peux pas savoir en fait ce qui vraiment il se passe, quoi. Oui, non, mais par rapport à... Je sais pas comment le vestiaire l'a ressenti et tout, et s'il est vraiment mis à l'écart, tu n'as plus rien, c'est bon, il se quitte, après il n'y a plus rien, il n'y a même pas d'entraînement, il n'y a plus rien à la fin du match. Non, mais c'est par rapport à plus à... alors c'est pas forcément joueur, mais tu vois, par rapport à même à Hutter, tu vois, qui dit oui... quand il dit juste après le match, j'ai pas vraiment vu, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, machin, mais bon, derrière, tu vois, il est pas non plus... voilà. Bref, on va pas forcément refaire ce débat-là aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est intéressant, mais en tout cas, c'est clair que la cote de sympathie de Camara, elle a beaucoup baissé après cet épisode-là. Et je pense que même au sein du club, on s'est rendu compte que ça leur rendait pas service. Donc, a priori, départ de Mohamed Camara. Donc, quand même 2 joueurs, 2 milieux de terrain sur le départ. Et il va falloir donc recruter en urgence. Il y a une véritable urgence aujourd'hui sur ce poste au milieu de terrain. Donc, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, El Ainaoui, ça s'est pas fait. Et il y a 2 pistes qui sont ressorties, dont une aujourd'hui, celle de Lamine Camara. Donc on prend un Camara pour en prendre on en verra un pour en prendre un autre. Cette fois, c'est pas un Malien, c'est un Sénégalais. Mais en l'occurrence, Lamine Camara, c'est quand même un des plus gros prospects dans le football africain aujourd'hui, âgé de 20 ans, donc joueur du FC Metz. On se rappelle évidemment tous de son magnifique lob de 58 mètres sur Philippe Keun. Voilà, merci. Donc c'est un joueur qui a d'indéniables qualités, qui est déjà un international sénégalais quand même plutôt, j'allais dire confirmé, enfin il a plus de... 23 sélections à 20 ans. Voilà, c'est quand même... quand même. Voilà, c'est ça, donc il a joué à la CAN, justement, donc c'est un joueur qui a vraiment d'indéniables qualités. Maintenant, il a fait une bonne première partie de saison l'année dernière. La deuxième était moins bonne aussi. C'est un peu logique aussi. C'est sa première vraie saison au haut niveau. Et puis dans une équipe qui fonctionne quand même pas terrible. Il faut le dire. Mais voilà, c'est en tout cas un joueur qui a vraiment de grosses qualités. Maintenant, des infos qui sont sorties. Monaco est pas forcément favori pour l'instant, en tout cas dans le dossier. Ou en tout cas est pas forcément... en tête, ils sont un peu à la traîne par rapport à d'autres clubs qui ont déjà transmis une offre à Metz. Après, encore une fois, ça dépend de la nature de l'offre, ça peut vite changer. Ouais, avec Metz du coup. Ouais, puis après, voilà, en tout cas avec Metz, il y avait eu de bons échanges à propos de Miko Tadze.
Donc on peut imaginer quand même que voilà, c'est pas Metz qui a rompu ou Monaco qui a rompu les négociations d'un seul Non, coup. puis c'est un choix du joueur. C'est le choix du On n'a rien joueur. à reprocher à Metz. Voilà. Hein. Moi, en tout cas, des échos que j'avais eus, c'est que justement, les négociations et les rendez-vous s'étaient plutôt bien passés entre les deux clubs. Donc, on peut imaginer que ça peut aussi faciliter parfois les négociations pour un autre joueur, quoi. Après, il n'y a qu'une saison en Ligue 1 quand même. Ouais. Après, il est jeune, hein, mais il n'y a pas beaucoup. C'est la même chose que. Dans un club qui n'a pas joué, qui jouait la relégation, Ouais. hein, de toute façon. Après, on a recruté de la même façon Fofana qui joue à Strasbourg au fond du classement. Tchouaméni était à Bordeaux, c'était pareil, c'était au fond du classement. Voilà. Du moment que tu vois sur ce type de joueurs au milieu de terrain qui ont des grosses qualités, même dans un club qui est en difficulté, justement, je pense peut-être même là que tu arrives à mieux les voir parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire. C'est pas le classement du club n'est pas forcément à prendre en compte. C'est pas non plus de sa faute si le club est aussi bas. C'est pas forcément un mauvais joueur pour autant, quoi. Ouais, c'était la même chose finalement que El Ainaoui, hein, en fin de compte. Oui, qui avait une saison, n'avait qu'une aussi saison. avec Lens Voilà. en Ligue 1. Mais là où c'est un peu plus compliqué pour les supporters, si on met de côté l'histoire du centenaire, ne serait-ce que on va rejouer la Ligue des Champions. Et on a un effectif qui est déjà de base très jeune, très peu expérimenté en Coupe d'Europe. Et pour un poste aussi important, on a quand même bien envie qu'un joueur avec de l'expérience arrive à ce poste. Et surtout que Camara, il a 24 ans, il avait déjà l'expérience de Ligue des Champions, il est titré avec Salzbourg quand il arrive, il est aussi un international confirmé avec le Mali. Donc ça reste, même si c'est un jeune joueur, c'est un joueur, on sent que voilà, il a quand même un peu de bagage, mine de rien. Fofana, c'est un joueur qui a du bagage. Encore une fois, on le dit, c'était le taulier au niveau du vestiaire, c'était un des patrons, très clairement. Ça va être une perte, mine de rien, dans le vestiaire aussi. Il faut, je suis d'accord, c'est vrai que là, on va peut-être manquer. Alors, on a Zakaria, c'est vrai, on a Mbolo, s'il reste, qui sont des joueurs très très importants pour le collectif. Mais c'est vrai que, il y a Kerrer, qui on sent qu'il prend aussi il prend de l'importance quand même, je pense, dans ce groupe. Il y a toujours Maripane, il y a un peu Golovin, mais enfin, c'est des gens qui. Enfin, Maripane, oui, mais Golovin, on sent que ça reste quand même un mec un peu timide, discret. quoi. On se félicite au bout de 6 ans de l'entendre parler anglais sur une vidéo, presque. Enfin, non, mais bon, à un moment donné, voilà, quoi. Hein, alors, disons, il a pris le brassard de capitaine. Ouais, c'est bien. Au bout de 6 ans, 200 matchs au club, bon. Ah bah oui, après, vu le statut qu'il a au club, oui. Sachant qu'en plus, dans les matchs amicaux, avec des jeunes autour de lui, bon, je vais pas non plus crier de joie, quoi. Ça me paraît normal que le mec assume un peu aussi un statut de cadre, s'il en est un, tu vois. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu la crainte qu'on a, c'est que avec les noms là qui sont un petit peu évoqués, on n'est pas forcément sur du joueur du cadre potentiellement, quoi. On est sur du très jeune joueur qui a une belle marge de progression, qui a un potentiel, qui peut s'affirmer, mais qui va pas arriver en étant un joueur confirmé, quoi, non plus. Non, puis il nous faut aussi des joueurs qui savent ce que c'est de faire une saison complète avec la Coupe d'Europe, quoi, qui fassent une saison de 50-60 matchs avec les matchs internationaux en plus pour ce type de joueurs-là, quoi. Parce que c'est pas la même chose que de jouer à Metz où tu as joué tes 36 matchs de championnat et que tu te retrouves du coup là, à jouer la Coupe d'Europe, à voyager toutes les 15 jours à droite à gauche en Europe, après partir en sélection. C'est lourd, surtout pour des jeunes comme ça à 20 ans. Ça... C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir quand même des joueurs d'espérance arriver. D'habitude, c'est plus en défense centrale qu'on les attend. Bon, là, on a plus ou moins eu Kerrer qui a ce rôle-là. Mais maintenant, c'est vrai que c'est là au milieu de terrain. On aimerait que sur un des deux qui remplacera du coup Fofana et Camara, on ait un peu ce profil-là. Mais comme tu le dis, le profil de Camara, le Malien, celui qu'on avait, qu'on le recrute, c'est typiquement là ce qu'on aimerait avoir, quoi. Quelqu'un qui au moins cette expérience-là, qui reste quand même un beau prospect, qui a de l'avenir, une marge de progression, bon, même si finalement ça n'a pas marché, mais on ne demande pas non plus à avoir un joueur qui a 30 ans et qui est une grosse cote en Europe. On sait très bien qu'à Monaco, on n'arrivera pas. Oui. Surtout au poste de milieu de terrain, milieu défensif, quoi. Genre, si Monaco est capable d'aller chercher des 32-35 ans, des mecs qui sont un peu plus dans la fin de carrière, ça on sait faire, Monaco.
on a la capacité, mais c'est pas à ce poste-là que tu as envie d'avoir des joueurs qui commencent à être sur le retour. Ou alors c'est un Zakaria qui est en échec dans des plus grands clubs et qui a besoin de repartir d'un niveau en dessous, quoi. Parce qu'il s'est heurté à un moment donné à un plafond de verre qui fait qu'il a besoin de redescendre d'un cran, quoi. Ouais. Voilà, On a 27 2 ans. la Coupe du Monde, c'est un peu trop tôt encore. Ouais. On aurait été l'année de la Coupe du Monde, on a plus de cibles. Et une autre option qui a pop, c'est Boubakary Soumaré. Donc joueur de Leicester, prêté à Séville la saison dernière. C'est un joueur pareil, il y a 2 ans, on était déjà sur lui aussi. On avait fait le choix finalement de prendre Mohamed Camara parce que Leicester avait pas envie de nous faire de cadeaux. Il demandait pas mal d'argent pour lui et Monaco avait tout simplement refusé de s'aligner, hein, c'était trop cher. Donc là, évidemment, il a un contrat qui s'est aussi un petit peu réduit. En tout cas, qui est moins long maintenant, forcément. Mais il sort d'une saison pleine à Séville. Mais il sort effectivement d'une saison pleine à Séville. Maintenant, après, voilà, j'ai vu aussi comme quoi il n'y avait pas de reprise de contact avec son entourage, finalement, contrairement à ce qui a été annoncé un peu ailleurs. Donc à voir, peut-être que c'est pas le cas. Quand même, ça sent aussi beaucoup la relance de rumeurs. On va chercher dans les dossiers de l'année dernière, savoir quels étaient les noms qui étaient annoncés. Bon, c'est assez courant à Monaco que des noms comme ça ressortent. Peut-être l'agent aussi qui fait ressortir un peu des infos comme ça. Ça, on a bien vu, avec la seule recrue qu'on a fait, on a eu 0 info la veille, quoi. C'est ça. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est qu'au final, le seul mec qu'on a signé, c'est le mec que personne n'a annoncé nulle part, quoi. Ça, c'est beau. Ce qui veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas d'autres pistes comme Momiko Tadze, par exemple, puisque la preuve, c'est que Skuro en a parlé. Et donc, mais oui, effectivement, finalement, la seule signature qui s'est concrétisée, c'est un mec dont on n'a absolument pas parlé. Alors, et après, encore une fois, El Ainaoui, ça aurait dû se faire, en théorie. Et c'était quand même une info qui était sortie il y a pas mal de temps, mine de rien. Parce que moi, je me rappelle, alors c'est très rigolo, parce que sur le dossier El Ainaoui, je me souviens de la première info dans l'équipe. Elle était sortie il y a un moment de ça. Et ça avait déjà parlé d'une offre comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Et je sais pas si c'est pas Foot Mercato qui avait dit, ou je sais plus qui, un autre qui avait dit non, il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas eu de. Non, il n'y a pas d'intérêt de. Finalement, il y en avait bien. Il n'y avait peut-être pas d'offre, puisque du coup, Monaco finalement a fait 3 offres avant d'arriver au prix que Lens, qui a satisfait Lens. Mais du coup, voilà. En tout cas, l'intérêt existait déjà. Donc Boubakary Soumaré, alors là on n'est pas forcément sur le même profil là du coup, mais bon. Plus sur le profil de Camara, qui est plus âgé quand même, moins de chances quand même de faire de purée dessus, mais voilà, un profil qui connaît quand même la pas Coupe si d'Europe. vieux, 26 ans je crois. 25, ouais, je crois que j'ai vu. 25, ouais. Donc ouais, non, c'est. Mais qui a joué 10 matchs de Ligue des Champions, 14 d'Europa League, 2 de conférence, donc voilà. Profil quand même un profil très milieu défensif. Plus vraiment 6 à jouer dans la défense, si j'ai souvenir. Exact. Donc voilà pour l'instant le chantier du milieu de terrain. Et qui connaît la Ligue, qui vient de Lille. Oui, exactement. Formé au PSG aussi, même s'il n'y a pas joué. C'est vrai. Mais moi, il connaît la Ligue 1, c'est toujours intéressant, quoi. Ancien Lillois, ouais. Donc voilà, il y a tout à reconstruire. Il y a 2 joueurs à recruter, ça c'est une certitude. Et puis on verra après, parce qu'il y aura aussi peut-être certains jeunes qui auront envie de s'imposer. Alors Matarazzo, on verra bien ce qu'il adviendra de lui. Je crois que son prêt à Anvers n'a pas été très concluant, visiblement. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à faire changer d'avis à 18h et trouver une place dans la rotation? Peut-être. Et Dan Diop, on verra bien. Lui aussi sort d'une saison pas concluante. Il n'avait pas forcément envie d'être prêté. Donc on verra bien aussi. Le Maréchal, lui, pour le coup, sort d'une saison plutôt concluante en prêt. Après, c'est un profil plus offensif, que les pistes qui sont évoquées pour remplacer Fofana ou Camara. Donc ce serait pas forcément sur le même type de profil et dans un poste où on aurait déjà Ben Seguir, Akliouche, Minamino, Golovin, alors qu'ils peuvent jouer sur le côté,
Mais C'est voilà. dommage quand même, parce que pour une fois qu'on a un prêt qui marche très bien, il tombe pile poil là où on a déjà trop de monde. C'est ça, ce serait compliqué, ça risque d'être compliqué de lui trouver une place. Ce serait bien si on arrive à lui en faire une, peut-être un cran plus bas, Ouais. je sais pas, en relayeur, Bah, peut-être que ça peut le Bah, faire. je sais pas s'il a la capacité de jouer relayeur, mais la seule solution que je vois, c'est que Golovin, lui, soit par contre Plus bas. nommé relayeur officiellement par Luder, qui souhaite complètement l'utiliser avec Zakarian dans le milieu à 2. Et dans ce cas-là, oui, là, ça ferait une place pour lui. Ouais. Et puis on va pas parler de Simon Boisbré aussi, qui est encore très jeune, qui sort d'une finale perdue malheureusement à l'Euro avec l'équipe de France en U19. Mais qui va pousser cette saison aussi pour avoir du temps de jeu. Il a fait sa première apparition contre Nantes. C'est clairement un joueur. Enfin voilà, il a quand même eu un sacré but à l'Euro justement aussi. Enfin c'est un potentiel. Bon, c'est un crack. C'est un potentiel crack énorme. Il y a du monde. Alors ce sera pas sa saison. Ce sera peut-être un peu plus la saison prochaine certainement pour être vraiment davantage dans la rotation. Mais bon voilà, c'est un joueur qui est déjà professionnel. Et qui, avec la Ligue des Champions, je pense que sur des postes où il y a quand même pas mal de turnover, où c'est les postes clairement où avec les 5 changements, ça tourne beaucoup pendant les matchs et tout, je pense qu'il aura du temps de jeu. Il aura peut-être un peu plus de temps de jeu. Après, je m'attends pas à ce qu'il joue 15 matchs. Je vois pas non plus sur la feuille de match tous les week-ends. Voilà, mais de temps en temps, sur certaines occasions, pourquoi pas. Ça pourrait. Donc, mais là aussi pareil, c'est un profil capable milieu offensif, un peu à la Kliouche ou la Ben Seguir, capable un peu plus dynamique, très technique. Forcément, il y en a déjà. Il y a beaucoup de monde, quoi. C'est très très compliqué. Donc voilà. Le dernier point, justement, puisqu'on parlait de Boisbré, c'est faire un petit point sur les joueurs de l'académie. Il y a eu des recrues à ce poste-là. Il y a eu un départ aussi qui a été officialisé, celui de Sandro Bertolucci. Alors, on n'a pas beaucoup d'attaquants à l'académie qui marchent fort. Ah, j'ai oublié de parler du prêt de... Oui, bon, c'est pareil. Ça peut être dans le même... D'Efekele, tout à fait. Ça rentre un peu dans l'académie, justement, puisqu'Efekele, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais joué en pro. Donc, du coup, voilà, c'est cohérent, mine de rien. Mais oui, Efekele... Il retourne à Bruges, c'est ça ? Exactement. Ouais, après avoir fait une saison, donc il n'était pas... il a joué... 300 minutes, quoi, c'est pas... Après, il a fait qu'une demi-saison à sa décharge. Oui, il est arrivé en janvier. Là, je crois qu'il jouait. Il n'était pas dans le groupe contre. Ou alors, il n'a pas joué contre Kilmarnock, puisque le Cercle Bruges joue déjà son tour préliminaire en Coupe d'Europe. À vérifier. Mais voilà, du coup, c'est quand même l'occasion pour lui de faire une vraie saison. En tout cas, de lui souhaiter de faire une vraie saison pleine, entière, d'essayer de jouer plus régulièrement. Il avait joué 10 matchs. Puis au moins, il sait où il met les pieds, il connaît déjà la maison, donc c'est plus facile. Exactement. Pas de perte de temps pour lui aussi. Exactement, ils ont gardé le coach aussi, donc voilà, il y a quand même une méthodologie, il y a quand même a priori une continuité quand même pour lui. Mais c'est vrai que jusqu'à l'année dernière, il était très régulièrement dans le groupe, sur le banc. Puisqu'on n'avait que 2 attaquants valides, mais il n'est jamais entré en jeu. Donc, voilà. Mais donc prêté, et donc on aura Lucas Michal aussi, qui a fait lui, pour le coup, il a eu la chance de faire sa première apparition en pro à Monaco avec Boisbré en même temps lors du dernier match de championnat aussi. Donc lui est là, il est à l'Euro U19, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup d'attaquants, de bons attaquants, visiblement, au niveau de la réserve. Des milieux offensifs, oui, mais des bons attaquants, pour l'instant, on a un petit creux. On avait Baglieri, qui n'a pas été conservé, et donc Bertolucci, qui a quand même marqué 18 buts, si je ne dis pas de bêtises, en 30 matchs. Alors certes, c'est des matchs amicaux, et il y avait des matchs U19 aussi dans le lot, ce qui est pas forcément... de bonnes références, mais en tout cas, ça avait l'air d'être sans doute peut-être un bon buteur quand même, et donc il s'est engagé à Lecce. Après, le club ne l'avait pas fait signer professionnel, alors est-ce que le club lui a proposé quand même un contrat ou pas? Ça, on ne sait pas. Pas d'indemnité de transfert visiblement, mais
mais un petit pourcentage à la revente et des bonus. Ouais, ils ont dû nous payer les droits de formation, quoi. Ouais, voilà. Et sachant que Lecce est en Serie A, hein, donc alors, je sais pas s'il va jouer avec eux, je sais pas s'il ira pas plutôt avec l'équipe réserve, puisqu'il a que 19 ans encore. Maintenant, voilà, bon, on va lui souhaiter bonne chance en Italie, hein, joueur franco-italien, donc voilà, il est quand même chez lui, quoi. Donc finalement, on a eu assez peu de transferts ou d'officialisation pour le groupe pro, mais il y en a eu plus pour les jeunes. On a eu Bradel Kiwa de Strasbourg et on a eu également Boubacar Dembaga du PFC. Les deux sont arrivés pour jouer avec le groupe élite. Le groupe élite qui accueille un nouvel entraîneur, Jimmy Traoré, un ancien de la maison, puisque Damien Périnel était passé du coup dans le staff d'adjuteur et qui va continuer avec l'équipe première. Bradel Kiwa donc de Strasbourg, que Monaco avait affronté justement quand ils avaient joué contre l'équipe réserve de Strasbourg, et Dembaga qui sont là-bas. Alors Kiwa, lui, pour l'instant, il est avec l'équipe pro. Il a joué dans les premiers matchs amicaux. C'est pas le cas de Dembaga qui lui a repris directement avec le groupe élite. Voilà, un défenseur central pour Kiwa et un milieu défensif pour Dembaga. Alors bon, c'est plus difficile d'avoir des éléments sur eux. De ce que je peux dire, c'est que Strasbourg au départ lui avait pas forcément proposé de contrat pro, mais que du coup voilà, il y avait des doutes visiblement en interne sur son niveau. On verra bien. Hein, voilà. Il aura l'occasion. Le groupe élite sert à ça aussi, hein. Ça permet de tester un niveau un peu plus élevé que les U19. Sachant que le groupe élite devrait jouer, alors il n'y aura pas beaucoup de matchs, mais il y aura un nouveau championnat, une nouvelle compétition qui va se créer, la Ligue Espoir, si je dis pas de bêtises, pour les réserves, enfin pas les réserves professionnelles, mais voilà, ce genre de groupe un peu à part, élite. Alors, est-ce que la Young League n'existe plus du coup, maintenant avec le nouveau format de la Ligue des Champions? La Youth League, si. Mais en France, ils vont créer ce... Ah oui, en plus de... Voilà. D'accord. Alors, il n'y aurait pas beaucoup de matchs. Il y aurait 6 matchs. Bah, après, c'est pas mal, notamment pour des jeunes pros qui n'ont pas forcément du temps de jeu, justement, avec les pros, donc, après, c'est pas toujours évident de jouer dans les championnats N2, N3, parce que c'est quand même des championnats assez particuliers. Donc voilà, ça pourrait leur permettre de jouer un petit peu, et donc typiquement un joueur comme Efekele, imaginons, l'année dernière, il aurait pu jouer ces matchs-là justement, puisque dans le groupe, mais pas forcément amené à rentrer en jeu, ou même un joueur qui, imaginons comme Ben Seguir qui revenait de blessure par exemple, pour gagner un peu de temps de jeu, il aurait pu jouer ces matchs-là typiquement, voilà. Quand il avait 10 minutes par-ci par-là pour retrouver du rythme, derrière il enchaîne avec un match comme ça, bon d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'est blessé aussi, mais voilà, qui s'est reblessé. Mais bon voilà, en tout cas c'est une nouvelle compétition, donc on verra bien sous quelle forme exactement ce sera fait. Mais voilà, 2 joueurs qui donc devraient qui vont renforcer le groupe élite. Alors il y a d'autres noms qui ont été évoqués, mais c'est pareil, là pour le coup c'est beaucoup plus difficile d'en parler parce que ils étaient même pas en France. Donc il y a Vali Konaté, qui est un latéral gauche qui jouait au RC Abidjan, qui devrait arriver pour renforcer le groupe élite, et Sirak Bein, je sais pas comment je le prononce, je sais pas s'il faut dire comme Bein Sport, je sais pas. C'est un défenseur érythréen qui, alors lui qui est très jeune, hein, qui a seulement 16 ans je crois, 16 ans, et qui vient de Lausanne Sport. Voilà. Et qui là serait déjà en principauté. Alors bon, comme il est chez les jeunes, et là, alors c'est peut-être même pas chez le groupe élite, du coup on va attendre évidemment les effectifs mis à disposition par le club pour vérifier tout ça. Voilà, en tout cas il y a eu plus de mouvements chez les jeunes que chez les pros. Après, on n'en a pas parlé, mais bon, je doute aussi fortement que si chez les pros ça bouge pas, il n'y a pas que à Monaco que ça bouge pas partout en Ligue 1, c'est à cause des droits TV, parce qu'il y a une manne d'argent qui est très importante, et on sait toujours pas combien il y en a qui va arriver, quoi. On sait qu'il y en aura moins, ça oui, clairement, mais on sait pas combien, et ça joue, même si moins pour Monaco, parce qu'on reste un gros club avec un gros budget, que par un club par exemple du milieu de tableau,
qui jouent énormément pour ça, c'est même limite leur survie plutôt que le recrutement qui se joue en ce moment. Mais voilà, ça bloque aussi parce qu'on est aussi obligé d'attendre des rentrées d'argent. Sachant que Monaco a plus de certitude par rapport aux droits à l'international pour les clubs européens dont ils font partie et qui donc, eux, sont déjà attribués, vendus, donc on sait déjà le montant. On a déjà les certitudes avec la Ligue des Champions par rapport aux droits de la Ligue des Champions et par rapport à la compétition. Donc on a quand même un peu plus d'éléments, nous, de notre côté, pour notre budget, pour boucler le budget, entre guillemets. Enfin, pas pour le boucler, mais pour l'avancer. Effectivement, il y a cette grosse interrogation qui, là, ne touche pas que Monaco, mais bien tous les clubs français. C'est à savoir la question des droits télé. Donc, c'est-à-dire on ne sait pas encore comment on va la regarder. Si, on va la regarder a priori sur DAZN, en grande majorité, mais tout n'est pas encore ficelé. Autant DAZN sa proposition, elle a été acceptée, celle de beIN Sport l'a pas encore été. Enfin, il y a encore des négociations sur ça, sur les affiches, etc. Donc voilà, c'est vrai que, mais a priori on partirait sur 500 millions d'euros sans les taxes. 8 milliards, 130 et quelques. C'était une grosse descente là quand même. Ça, c'était une chimère. On s'en doutait de toute façon que ça. Mais en tout cas, ouais, il y a surtout le fait que c'est 500 millions pour les clubs, mais en sachant que y a des taxes, il y a CVC qui récupère 20% sur la première saison, il y a la taxe Buffet, il y a les syndicats, UNFP, enfin bon bref, il y a tout un tas de contributions et de petites taxes prélevées par-ci par-là, ce qui fait que ça grève énormément le droit TV et donc la répartition globale, donc on est quand même sur une somme qui devient assez vite dérisoire. Et puis encore, nous, on aurait une belle part du gâteau, étant donné qu'on a été quand même, hormis une saison, à chaque fois dans le haut de la Ligue 1, puisque c'est une répartition de mémoire sur les classements sur les 5 dernières saisons, je crois, pour répartir après l'argent. Je dis pas une bêtise, non je sais plus. Il me semble que avant c'était ça, je ne sais pas si ça a changé là depuis quelques années, mais généralement c'était suivant le classement sur les 5 dernières années, donc plus tu faisais des résultats hauts, plus tu touches aussi une bonne part du gâteau, quoi. Je t'avoue que je me souviens pas. Bon, enfin bref, en tout cas, dans tous les cas, la part du gâteau, ça sera. Ça va être un petit gâteau. Ça va être la part du cookie là. C'est ça, ça va être le régime. Donc voilà, puis on le rappelle, cette vente du club qui interviendra très probablement, alors à la fin de l'été, on peut imaginer. Après le mercato, je pense. Certains disent plus tôt. J'avoue que j'ai pas du tout d'informations à ce sujet-là. Mais évidemment, comme beaucoup, je lis certains qui en ont à droite à gauche. Certains annoncent une vente imminente. Certains, alors j'ai même vu un truc comme quoi la DNCG bloquait le rachat par rapport à des trucs de sponsoring, je sais pas quoi. Bon bref. Non, on nous refuse un sponsoring à 400 millions de la part de Saudi Airlines. Bon, je sais pas si c'est crédible, honnêtement. Alors encore une fois, j'ai pas d'infos, mais en tout cas, c'est certain que la vente, elle est imminente dans tous les cas. C'est-à-dire que si c'est pas là maintenant tout de suite, ça va être dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense que avant la fin de l'année, on aura déjà quelque chose d'acté. Je pense, j'imagine. À voir aussi à quel point ça peut influencer le mercato. Par rapport aux investissements qui pourraient être faits actuellement de la part de Rybolovlev. En tout cas, pour l'instant, ils ont été faits. Il a été fait pour Ileni Kena. Pour El Ainaoui, ils auraient dû l'être aussi. Bon, a priori, ça a quand même l'air de continuer d'essayer d'avancer. Et que finalement, ce retard qu'on prend, il n'est pas forcément imputable à cette vente-là qui s'annonce. Donc voilà, c'était un premier point, un épisode un petit peu massif de cette gazette du Mercato. On aimerait bien... C'est pour une recrue et... Voilà. Et quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut en faire plus souvent. Parce qu'après, du coup, ça oblige à parler de certains trucs qu'on aurait pu faire avant. Et comme ça fait au lieu de faire 2 émissions d'une demi-heure, ça fait une émission d'1 heure. Je pense que les gens préfèrent écouter 2 émissions d'une demi-heure qu'une émission d'1 heure. Voilà. Donc on espère vous en proposer d'autres plus régulièrement, un petit peu plus courtes, pour parler un petit peu de l'actualité, parce que la reprise évidemment approche, c'est dans 3 semaines, donc on reprendra aussi les débriefs, mais on espère
faire une petite gazette avant, parce qu'on espère avoir des recrues avant la reprise du championnat. Ce serait quand même mieux. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci Patrice, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous donne rendez-vous donc Bientôt. On sait pas quand il y aura des recrues ou des trucs intéressants sur le mercato à dire. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et Dagemounigu. Ciao ciao. Et bisous.